La légende raconte qu'un nain nommé Fafnir était célèbre pour sa force et son courage. Il était le fils d'un célèbre roi nain. En raison de ses qualités, il a été chargé de protéger le royaume. Les nains étaient connus pour amasser beaucoup de richesses, si bien qu'assurer leur sécurité était indispensable. Ils vivaient dans des maisons faites d'or et de pierres précieuses. Mais Fafnir avait aussi un autre talent particulier. Il était capable de se métamorphoser. Trompé par Loki, l'esprit nordique de la malice, Fafnir a été pris par sa cupidité et l'éclat du trésor de son père. Il a décidé qu'il ne voulait rien partager, pas même avec son père ou ses frères. Il a volé le trésor et s'est enfui tout seul dans un endroit où il serait difficile de le trouver, au milieu du désert. Pour protéger sa richesse, Fafnir s'est transformé en un dragon. Il ressemblait à un énorme serpent, puissant et effrayant. Mais ses pouvoirs ne s'arrêtaient pas là. Comme le dragon ne pouvait pas voler, il a répandu du poison tout autour de sa nouvelle demeure, de sorte que personne n'ait une chance de survivre s'il voulait lui prendre son or. Mais Fafnir a fini par être vaincu par un jeune héros nommé Sigurd. La légende de Fafnir tente d'expliquer que la famille est plus importante que la cupidité. Elle montre aussi les nombreux pouvoirs magiques que possèdent les dragons. Mais le plus intéressant est que c'est un bon exemple de la façon dont les dragons sont apparus dans nos contes. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires mentionnant des dragons. Il suffit d'allumer la télévision ou de jeter un coup d'œil dans n'importe quelle librairie et tu tomberas sûrement sur des dragons quelque part. Des variations de créatures ressemblant à des dragons ont été décrites dans des histoires du monde entier, de l'Asie à l'Europe du Nord. La plupart de ces créatures sont représentées avec des corps, des ailes et des griffes semblables à ceux des reptiles. Et la caractéristique la plus effrayante de toutes, c'est qu'elles peuvent cracher du feu. Le nom de ces créatures vient du mot latin draconem, qui se traduit par « énorme serpent ». Mais faisons un voyage dans le passé pour comprendre comment tout a commencé. Un historien asiatique, par exemple, a découvert des fossiles au IVe siècle avant Jésus-Christ et a décidé qu'il était tombé sur des dragons. En voyant un stégosaure fossilisé, il est facile de comprendre pourquoi il était si confus. Il mesurait 9 mètres de long, 4 mètres de haut, et son corps était recouvert de plaques blindées et de pointes. Le crocodile du Nil aurait aussi pu être pris pour un dragon. Il existe encore aujourd'hui et vit en Afrique subsaharienne. Mais il était peut-être plus populaire dans les temps anciens. Lorsqu'ils atteignent la maturité, les crocodiles du Nil peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent marcher avec leur corps décollé du sol. Et certains ont même été photographiés debout sur leurs 2 pattes arrière. Les goannas sont des lézards ressemblant à des dragons qui vivent en Australie. Aussi grands qu'ils soient, ils ont aussi des dents et des griffes acérées comme des rasoirs, et sont même connus pour produire du venin. Il est facile de comprendre pourquoi les goannas peuvent être la source de la version australienne des dragons. Lorsque les humains ont découvert pour la première fois des os de baleines, ils n'avaient aucune idée que ces animaux vivaient dans la mer. Vu leur taille, ils ont sûrement dû penser qu'ils étaient dangereux. Et comme on voit rarement des baleines, si on ne va pas sous l'eau, elles étaient mal comprises et facilement confondues avec des dragons aussi. La source la plus intéressante de la mythologie des dragons est probablement le cerveau humain. Dans un livre intitulé « Un instinct pour les dragons », une théorie affirme que les dragons existent dans presque toutes les cultures anciennes, parce que nous avons évolué pour craindre les grands prédateurs afin de survivre. Nous ne sommes pas les seuls mammifères à faire cela. Les singes ont une peur innée des serpents et des grands chats, par exemple. Quand on combine ces traits naturels avec le folklore, on obtient partout de nombreuses histoires de dragons, adaptées à chaque région. Les bêtes reptiliennes dotées de pouvoirs magiques remontent aussi loin que les origines de la civilisation humaine elle-même. On parle même de l'ancienne Mésopotamie. À l'époque, les humains croyaient en toutes sortes de créatures. Mais leur esprit principal était Marduk, le patron de la ville de Babylone. Si on regarde à travers les œuvres d'art de l'époque, Marduk était représenté avec un dragon en forme de serpent à ses côtés. Il pouvait soit être gentil, soit vengeur, selon l'humeur. Maintenant, si tu veux t'inscrire pour devenir un dragon, la première chose qu'on te demandera lors de l'entretien est de savoir si tu peux cracher du feu, bien sûr. Les scientifiques ont donc essayé de trouver des moyens qui pourraient rendre réel le fait que les dragons puissent cracher du feu sans endommager leur gorge.
Ils ont notamment examiné le scarabée bombardier. Cet insecte peut emballer des substances très chaudes dans son ventre. Dès que la créature est dérangée par quelque chose, elle expulse une charge ardente de produits chimiques. Ce n'est pas vraiment du feu, mais ça brûle, donc c'est assez proche. Pour en revenir aux dragons, ils devraient avoir des glandes similaires dans leur gorge pour produire le même effet. Mais d'où viennent les dragons ? Ils ne sont pas apparus de nulle part, quelle que soit la source que tu consultes. Certains contes, comme celui de Fafnir, disent que même les humains peuvent se transformer en dragons. Mais la théorie la plus populaire est que les dragons naissent sous forme d'œufs. Certaines sources ébauchent même une série d'étapes qu'un dragon doit franchir au cours de sa vie. Tout commence par l'éclosion. On dit que les dragons mangent leurs coquilles pour en sortir et brisent les parois de l'œuf. Puis, il y a le stade dragonnet. C'est ainsi que les spécialistes des dragons appellent un dragon nouvellement éclos. Il est encore petit et faible. Mais ne t'inquiète pas, il peut très bien s'occuper de lui-même. Le reste des étapes de la vie d'un dragon est assez explicite. Il y a les dragons adultes, puis les dragons anciens. La vie d'un dragon se termine lorsqu'il atteint le stade du crépuscule. Certaines sources affirment que les dragons ne cessent jamais de grandir. D'autres disent même qu'ils n'arrivent jamais à la fin de leur vie. Ils passent simplement à un autre type d'existence spirituelle. Les dragons sont connus pour être le symbole de beaucoup de choses différentes, mais tout dépend de leur origine. Dans certaines régions d'Asie, ils sont connus pour apporter chance, pouvoir et richesse. Pour devenir un puissant guerrier en Grande-Bretagne, il faut d'abord vaincre un dragon. C'est pourquoi on en voit souvent sur le drapeau. Le drapeau du Pays de Galles, par exemple, a un grand dragon rouge sur un fond vert et blanc. Les histoires occidentales ne sont pas aussi tendres avec les dragons, qui sont souvent vus comme maléfiques et vengeurs. Un autre mythe associé aux dragons est qu'ils adorent l'or et les pierres précieuses. Ce côté cupide de leur tempérament semble remonter à la Grèce antique, où les dragons étaient chargés de garder les trésors. Certains de ces dragons gardiens ont été vus dans les contes comme le Hobbit et dans la saga Harry Potter. Quant aux capacités magiques des dragons, elles varient aussi beaucoup. On dit que certains ont du sang aux propriétés surnaturelles, que certains sont capables de parler, que d'autres sont célèbres pour leur sagesse. De nombreux dragons de la littérature ancienne pourraient voler ou se métamorphoser, même en humains. Certaines créatures de la vie réelle ont obtenu leur nom grâce à leur ressemblance avec les dragons, comme la libellule, autrement appelée mouche-dragon, qui compte plus de 5000 sous-espèces connues. Elle tire son nom des contes folkloriques car les Européens du Moyen-Âge la considéraient comme un insecte maléfique. Les libellules étaient accusées de faire des choses cruelles comme mordre les yeux et la bouche des gens. Mais la créature qui ressemble le plus au dragon mythique est un reptile appelé le dragon volant. On en voit dans les zones boisées d'Asie du Sud-Est. Ils n'ont pas vraiment d'ailes en soi, mais certaines parties de leur côte sont allongées pour supporter une peau supplémentaire qui leur permet de bondir dans les airs entre les arbres. Ces ailes sont également de couleur vive et contrastent avec leur corps brun. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités.
On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Otzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Otzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Otzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Otzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat.
à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pello, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Salut, que dirais-tu d'un petit plongeon dans l'océan et dans le temps il y a plus d'un demi-milliard d'années ? Mais attention, cette fois-ci, on n'est pas à la recherche du mégalodon ou des reptiles marins géants. Il s'agit plutôt d'une créature bizarre, à l'aspect surnaturel appelée Anomalocaris. Le nom signifie « pas comme les autres crevettes », et tu vas voir qu'il est amplement mérité. La créature ressemble à un croisement cauchemardesque entre une crevette et un mille-pattes. 2 tentacules qui dépassent de son visage, chacun d'entre eux étant doté de dents acérées comme des rasoirs. Et ce truc fait à peu près la taille de ta jambe. Grâce à un mouvement ondulatoire de ses nageoires de chaque côté du corps, elle était plutôt gracieuse pour une créature aussi terrifiante. Elle était également plus avancée que toute autre forme de vie sur la planète à l'époque. Notamment en ce qui concerne ses énormes yeux. Tu as une lentille dans chacun des tiens. Cette crevette géante en avait 16 000, soit 4 fois plus qu'une vulgaire mouche. Et tu sais combien leur vision est bonne, assez bonne pour esquiver ta main à chaque fois. Tout cela a permis à Annie de devenir l'un des premiers animaux de la planète à se nourrir d'autres animaux. En d'autres termes, le tout premier prédateur de la Terre. Son plat préféré était les trilobites. Ce sont les vieux ancêtres des crabes. Certains de leurs fossiles portent des marques qui ont la même forme que les pièces buccales des monstrueuses crevettes. Ces terreurs du passé sont devenues aussi énormes grâce à une quantité plus élevée d'oxygène dans l'atmosphère. Un exemple parfait de cela est Meganeuropsis. Imagine une libellule aussi grosse qu'un chat, et avec une envergure d'aile plus grande que ton bras. Megan, la libellule de la taille d'un monstre, pouvait facilement attraper d'autres insectes ou même de petits animaux. Et elle battait l'air avec des mouvements rapides. À l'époque, il n'y avait pas encore de gros oiseaux ou d'autres ennemis aériens pour cette bestiole monstrueuse.
donc elle était en sécurité et libre de se développer aussi largement que cette planète le lui permettait. Les piranhas du passé avaient aussi une taille monstrueuse. Les méga-piranhas étaient environ 3 fois plus grands que les poissons carnivores d'aujourd'hui. Leur force de morsure était à peu près la même que celle d'un tigre, sachant que ces félins rayés mordent 2 fois plus fort que les lions. Cela signifie que non seulement ils mangeaient probablement d'autres poissons et des créatures terrestres qui s'approchaient trop près de l'eau, mais qu'ils pouvaient aussi facilement s'attaquer à de grosses tortues malchanceuses et d'autres créatures à carapace. Et fait amusant, les piranhas modernes aboient comme des chiens lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en confrontation, même si cela ressemble plutôt au bruit d'une grenouille. Mais alors, à quoi pouvait bien ressembler le rugissement de leurs cousins géants ? Que dirais-tu des scorpions de mer géants de la taille de ton lit ? Retourne environ 460 millions d'années en arrière et tu pourras en voir. Mais fais attention à cette queue. Les scientifiques ne savent toujours pas si ces créatures pouvaient l'utiliser pour injecter du venin comme les scorpions modernes. Mais dans le doute, il vaut mieux ne pas s'en approcher de trop près. Et puis, il y a ce type, Therizinosaurus. Terry ressemblait à une sorte d'oie au long bras, mesurant environ 2 étages de haut et d'une longueur supérieure à celle d'un autobus. Ses bras donnaient au T-Rex un aspect encore plus compact puisque chacun mesurait 2 mètres de long, presque le triple de ceux du T-Rex. Et au bout, ils avaient des griffes acérées comme des rasoirs, de la taille de ton bras entier. Mais ne t'inquiète pas trop de ces longues griffes. Terry les utilisait probablement pour fouiller dans des nids de termites géants. Cette énorme oie reptilienne était en effet plus intéressée par les insectes et les plantes. Megatherium est un autre méga-monstre. Ce paresseux géant pouvait regarder une girafe droit dans les yeux et peser autant qu'un hippopotame. Il se déplaçait principalement sur ses pattes arrière et utilisait sa queue massive comme support. Il avait des pattes énormes avec des griffes colossales de la taille d'un couteau. Le paresseux pouvait les utiliser pour se défendre de ses ennemis et pour plier les branches des arbres à la recherche de nourriture. Mais le plus grand danger pour le paresseux géant n'était pas les dinosaures ou les tigres à dents de sabre. C'était notre propre espèce. Oui, les humains sont arrivés juste à temps pour rencontrer ce type. Et pour le décimer. Le Titanoboa était un terrifiant serpent de 15 mètres, aussi long que le mégalodon lui-même. Il était également plus de 2 fois plus lourd que le champion des poids lourds parmi les serpents d'aujourd'hui, l'anaconda vert. Les crocodiles étaient régulièrement sur le menu de ce serpent. Le Titanoboa pouvait nager 3 fois plus vite que le nageur olympique le plus rapide que notre espèce ait jamais vu. Il était d'ailleurs plus rapide et plus dangereux dans l'eau qu'en dehors. Et n'oublie pas la partie boa de son nom. Ce serpent massif n'était pas venimeux, mais il aimait les étreintes. Tu te souviens de cette crevette géante de tout à l'heure ? Eh bien, Opabinia pourrait être sa petite cousine, mais de la taille d'un doigt. Et au lieu de 2 tentacules, cette chose avait une sorte de tuyau d'aspirateur qui sortait de son visage. Au bout de cette trompe, elle avait ce qui ressemble à une pince de crabe. Ajoute 5 yeux et une bouche sous sa tête et tu auras le portrait d'une créature semblant provenir d'une autre planète. Sauf qu'elle vivait vraiment sur Terre. Cette créature utilisait sa trompe comme le fait un éléphant. Sa griffe attrapait la nourriture au fond de l'océan et l'amenait jusqu'à la bouche. Elle était tellement bizarre qu'apparemment, lorsque le scientifique qui l'a découverte a présenté ses trouvailles à un public, ils ont tous ri comme s'ils plaisantaient. Et maintenant, un monstre de la vie réelle, le monstre Tully. De loin, il ressemble un peu au monstre du Loch Ness, Nessie, avec son long cou et ses mâchoires bordées de dents. Mais rapproche-toi et tu verras que c'est plutôt un long nez avec une bouche attachée au bout, comme un moustique. Ses yeux sont plus éloignés et sortent de tubes en forme d'escargot. Tully était un ancien mollusque de la taille de ton avant-bras. Il se nourrissait probablement de méduses et de crevettes il y a 300 millions d'années. Thylacos minus te fera sourire, tant que tu ne t'approches pas trop. Non, ce n'est pas un cousin du tigre à dents de sabre. C'est un marsupial, ce qui le rend plus proche d'un kangourou qu'autre chose. Et si on les ramène à la taille de son corps, ses crocs étaient en fait plus longs que ceux d'un tigre à dents de sabre. Et il ne cessait de croître. Quant à cette barbe sur son menton, c'est en fait tout son menton. L'os de la mâchoire inférieure grandissait jusqu'à un point situé sous la bouche. Ses crocs étaient enracinés dans le crâne et remontaient jusqu'à ses yeux. Quand la bouche était fermée, cette barbe osseuse protégeait les longues dents pointues de la rupture.
Staghonolepis ressemblait peut-être à un gros crocodile au museau écrasé, mais il était surtout inoffensif. Sa petite tête et son faible nombre de dents laissaient le reptile assez démuni pour se protéger. Mais c'est à cela que servaient toutes ces écailles blindées. Et pas besoin de crocs énormes ou de longues rangées de dents acérées comme des rasoirs quand tu es un mangeur de plantes. Le bout de son museau en forme de bec permettait au Staghonolepis de déterrer des plantes. Donc en réalité, ce reptile ressemblait plus à un cochon à écailles de 3 mètres. Le Basilosaurus était une sorte de baleine ancienne qui vivait sur notre planète il y a environ 45 millions d'années. Il n'était pas aussi grand qu'une baleine bleue, mais tout de même assez grand pour se nourrir des autres baleines et même des requins. Certaines personnes pensent que ces monstres pourraient encore exister aujourd'hui. Des témoins oculaires affirment avoir vu un dragon marin géant. Et le Basilosaurus correspond à la description. De plus, 90% de nos océans sont encore inexplorés, ce qui fait beaucoup de place pour cacher un monstre marin, aussi gros soit-il. Mais les scientifiques n'ont pas trouvé de fossiles de cette ancienne baleine de moins de 3,7 millions d'années. Ce mythe est donc détruit. Le stégosaure est l'un des dinosaures les plus reconnaissables qui ait jamais vécu. Il se distingue facilement par les énormes pointes de sa queue et les plaques osseuses de son dos. Il était 2 fois plus grand qu'une girafe et près de 5 fois plus lourd. Mais par rapport à sa taille, il avait le plus petit cerveau du monde. Il n'était pas plus grand que celui d'un chien. Pelagornis avait la plus grande envergure de tous les oiseaux jamais découverts. Il était 2 fois plus grand que le plus grand oiseau d'aujourd'hui, l'albatros hurleur. Ses ailes énormes rendaient le décollage de l'oiseau difficile. Il ne pouvait le faire qu'en sautant des falaises. Et quand il déployait finalement ses ailes, ce géant ne pouvait voler qu'à environ 65 km/h. L'oiseau le plus rapide aujourd'hui peut atteindre une vitesse 5 fois supérieure. C'était le plus gros poisson que notre Terre ait jamais vu, et sa morsure était assez puissante pour écraser une voiture. La plus grosse dent de mégalodon qu'on ait retrouvée mesurait la longueur d'une télécommande, soit 18 cm. Et il consommait environ 1100 kg de nourriture par jour. C'est l'équivalent de 3300 boîtes de thon. Les plus anciens fossiles de mégalodon remontent à environ 20 millions d'années. Mais vous ne verrez jamais son squelette. Et c'est parce que le puissant mégalodon n'avait pas d'os. Un squelette fait d'os confère à la plupart des animaux leur forme et leur force. Cependant, les requins proviennent de la même sous-espèce que les raies et les poissons-scies, et ont du cartilage à la place des os. Le cartilage est un tissu plus tendre et plus flexible que l'os, mais il est tout de même assez solide pour donner forme au corps et protéger les organes internes. Certaines zones du corps sont plus flexibles, puisque le cartilage y est moins robuste, et d'autres, comme la tête du requin, sont beaucoup plus résistantes grâce à un cartilage calcifié. Leurs museaux, cependant, sont faits d'un cartilage très souple, afin d'agir comme pare-choc en cas de collision avec certains obstacles. Qui sait s'ils seraient capables d'accomplir tout cela avec un pesant squelette. De plus, ce cartilage rend leur mâchoire plus adaptable, et ils peuvent ainsi ouvrir beaucoup plus grand la bouche qu'avec une mâchoire faite d'os. Notre héros, Meg, n'y faisait pas exception, et il avait la morsure la plus puissante de tous les êtres vivants, ce qui était également rendu possible par son squelette fait de cartilage. Les requins tirent pleinement parti de celui-ci. Il les aide à nager et à pivoter rapidement pendant la chasse. Un inconvénient de ce type de squelette est qu'il était vraiment difficile pour les scientifiques de déterminer la taille et la forme de notre Meg. En temps normal, ils le feraient en étudiant un squelette fossilisé ou seulement quelques os. Mais dans le cas du mégalodon, ils ont dû émettre des suppositions sur la base des dents qu'ils avaient entretrouvées en les comparant avec celles de leurs parents vivants. Une imagerie 3D récente a été partiellement basée sur des scans de vertèbres que l'on avait découvertes dans les années 1860. Ce modèle a montré que Meg était plus grand, plus rapide et même plus affamé que les scientifiques ne l'avaient cru auparavant. Il semblerait qu'un mégalodon moyen mesurait 16 mètres de long. C'est légèrement plus grand que la hauteur du panneau Hollywood. Et qu'il pesait 10 fois plus lourd qu'un éléphant, soit 67 tonnes. On comptait aussi des spécimens excédant les 20 mètres. Les scientifiques ne sont toujours pas certains de comment le mégalodon a pu atteindre une telle taille. Le fait qu'il y ait eu des mégalodons plus grands et d'autres plus petits est probablement dû à une chose que l'on appelle la règle de Bergman. Elle stipule que la température de l'environnement ambiant affecte la taille du corps de l'animal, car ils doivent soit en conserver,
souhaitant dissiper la chaleur. Les mégalodons qui sont parvenus à atteindre des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de masse corporelle pour assurer leur survie à des températures aussi basses. Et ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petites pour éviter de se réchauffer. Si les calculs des chercheurs sont exacts, cela signifie également que Meg atteignait une vitesse de croisière de plus de 5 km/h, ce qui est beaucoup plus rapide que les autres requins. Le grand requin blanc contemporain peut parcourir une distance de près de 11 000 km sans s'arrêter, ce qui représente 9/10 de la longueur du diamètre de la Terre. Mais il semble que le mégalodon aurait pu aller beaucoup plus loin. Les mégalodons sont parvenus à subsister sur notre planète presque 70 fois plus longtemps que les humains n'ont vécu. Ils ont parcouru les océans pendant environ 20 millions d'années, et ils vivaient de pratiquement partout, sauf près des pôles. Les scientifiques ont découvert les fossiles les plus septentrionaux au large du Danemark, et les plus méridionaux, jusqu'en Nouvelle-Zélande. La raison pour laquelle on n'a pas retrouvé de dents de mégalodons en Antarctique est probablement qu'ils se sont seulement adaptés aux eaux tropicales et subtropicales. Les plus jeunes préféraient rester près du rivage, tandis que les adultes pleinement développés préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient facilement se déplacer en haute mer également. Lorsque notre planète a traversé une période globale de refroidissement et de sécheresse et que les mers ont commencé à geler, il y a environ 3,6 millions d'années, il y avait de moins en moins de place pour que le Meg puisse prospérer. Nombre de ses proies, comme les petites baleines, les phoques et les tortues de mer, ont disparu ou migré vers des eaux qui étaient trop froides pour lui. Et dans le même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les petits requins prédateurs, le grand requin blanc et les baleines, n'a fait qu'augmenter. Ce bouleversement de la chaîne alimentaire aurait été encore plus dangereux pour le Meg que le refroidissement des eaux. Nous avons l'habitude de ne les voir à l'écran que comme des monstres sans cœur, mais ces énormes requins étaient en réalité des pères de famille attentionnés. Les scientifiques ont découvert plusieurs zones de reproduction de mégalodons en Floride, dans le Maryland, au Panama et au large de l'Espagne. Il semble qu'ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Après quoi les petits mégalodons demeuraient avec les adultes pour les protéger et les élever jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se défendre contre les prédateurs. Le puissant Meg possédait 276 dents dans sa bouche, réparties en 5 rangées. Tout comme les autres requins, il était prompt à remplacer ses dents usées ou perdues. Ces 4 ou 5 rangées de dents agissaient essentiellement comme un tapis roulant, capable de remplacer progressivement les dents endommagées. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement vu pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Bien que le grand requin blanc soit souvent mentionné comme le plus proche parent de notre Meg, il serait en fait de lointains cousins. Les ancêtres de l'actuel grand requin blanc ont existé en même temps que le mégalodon. Mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, et étaient même rivaux. Le grand requin blanc ne remporterait jamais un combat face au mégalodon. Mais c'était un meilleur chasseur, tirant parti de sa taille réduite et de son agilité, pour se saisir rapidement des proies du géant. Cela ne laissait que les baleines et les plus gros poissons pour le Meg. Mais ses réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers de nouvelles eaux plus fraîches. Plutôt qu'un grand requin blanc, le mégalodon s'apparente plus à un requin bulldog moderne. Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate, et d'immenses nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille. Nous parlons aussi du Meg comme d'un géant éteint, mais pouvons-nous être sûrs à 100% qu'il ne se cache pas quelque part alors que nous parlons? Après tout, nous n'avons exploré que 5% de nos océans tout au plus. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Vous pourriez y plonger la totalité du mont Everest, et il vous resterait plus de 2 km avant d'atteindre la surface. Si 1 ou 2 mégalodons avaient besoin d'un endroit où se cacher, ce lieu serait parfait. Ce ne serait cependant pas l'endroit le plus confortable où vivre, avec ses eaux froides et son obscurité totale. De plus, la pression y est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la surface. Donc, si un mégalodon se cachait vraiment là-bas, il aurait de sérieux problèmes avec ses dents car le calcium se désagrège à une telle pression. Pour survivre ici, il devrait également apprendre à se repérer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il aurait soit dû se rendre bioluminescent, soit développer d'énormes yeux comme le calmar géant. Si le Meg était resté fidèle à ses préférences alimentaires, il devrait manger des poissons plus petits,
et cela nous causerait quelques soucis, surtout pour ceux d'entre nous qui en raffolent. Et comme l'océan ne se refroidit guère ces jours-ci, les mégalodons en apprécieraient à la température et se reproduiraient plus rapidement que jamais. Ces géants poseraient alors de gros problèmes pour les navires de fret et les bateaux de croisière. Si vous êtes maintenant terrifié à l'idée de rencontrer un mégalodon, détendez-vous. La plupart des scientifiques ne pensent pas que ce soit possible, en raison de la taille de notre protagoniste. La plupart des proies que les mégalodons émettent consommer vivent à présent dans les zones océaniques peu profondes et non dans les abysses. Le meg aurait donc besoin de remonter pour se nourrir de temps en temps, et il est plutôt difficile de rater une créature aussi grande. Pour nous, ce sont toutes deux d'immenses créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais réellement coexisté. Les dinosaures ont probablement disparu il y a environ 66 millions d'années. Et les mégalodons, quant à eux, semblent être apparus un peu plus tard. L'eau bouillonne sous le bateau de pêche comme si quelque chose allait sortir de l'eau. Ça se rapproche de plus en plus. Soudain, tu vois des mâchoires géantes et des dents étincelantes. Quelques secondes plus tard, un énorme requin saute hors de l'eau et fracasse le bateau. C'était le mégalodon, le plus grand poisson qui ait jamais existé sur Terre. Pendant longtemps, nous avons imaginé le mégalodon comme ça, une version agrandie du grand requin blanc. Mais les scientifiques continuent de débattre sur son apparence. À ce jour, ils sont toutefois d'accord pour affirmer que l'image que nous avions de ce requin géant était fausse. Voici les données dont les scientifiques sont sûrs. Taille, environ 15 mètres de long, soit autant qu'un bus scolaire ou qu'une rame de métro, et 8,5 fois la taille d'un adulte moyen. Comparons maintenant avec le requin blanc moderne. Le mégalodon est 3 fois plus grand, mais ce n'est qu'une estimation approximative. Nous n'avons pas de squelette entièrement préservé du mégalodon, car il ne possédait pas d'os, mais du cartilage. Il n'en est pas resté grand-chose au cours des 3,6 millions d'années qui ont suivi l'extinction des mégalodons. Tout ce qui a survécu, ce sont des dents et quelques vertèbres. En comparaison, les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais leurs os solides sont parfaitement conservés et nous avons de nombreux spécimens différents de leur squelette. Les scientifiques ont calculé la taille du mégalodon d'après ses dents et sa mâchoire. Ceci est une dent. Elle mesure environ 18 cm de long, soit davantage que la paume de ta main, et 3 fois la taille des dents d'un requin blanc moderne. La mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large et comportait 5 rangées de dents. Au total, 276 crocs acérés comme des lames de rasoir. Les autres restes préservés sont la colonne vertébrale. Elle se compose de 150 vertèbres, chacune large de 15 cm. Elles contiennent beaucoup de calcium, car le mégalodon aimait le lait frais. Ah non, c'est parce que ces vertèbres devaient soutenir l'énorme masse du requin géant. À partir de ces fossiles, les scientifiques ont créé un modèle et ont calculé une taille approximative du mégalodon. Mais il aurait difficilement pu s'avérer plus grand, c'est une question de respiration. Plus le poisson est gros, plus il a besoin d'oxygène. Cela signifie que la surface des branchies doit être plus grande. Ce sont les organes qui filtrent l'eau et collectent l'oxygène. Si le mégalodon avait été plus grand, il aurait eu du mal à respirer. Les scientifiques pensent donc que 15 mètres était la taille maximale pour un individu. Mais en moyenne, la plupart faisaient 1 ou 2 mètres de moins. Ouf! Maintenant parlons du poids. En moyenne, un mégalodon pesait environ 30 à 35 tonnes. En comparaison, un requin blanc pèse 1 tonne, donc 30 à 35 fois moins. Facile. Avec ses 7,5 tonnes, un bus scolaire est 4 fois plus léger. Le poids d'un mégalodon peut être comparé à celui d'un Boeing 737 vide. Mais la baleine bleue moderne bat le mégalodon en taille et en poids. 30 mètres de long contre 15, presque 2 fois plus longue, et le poids de la baleine bleue est d'environ 180 tonnes, soit l'équivalent de 6 mégalodons, ou de 6 avions de ligne, ou encore de 33 éléphants adultes si tu aimes les comparaisons. Maintenant abordons la question de l'apparence du mégalodon. Les scientifiques pensent qu'il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait très probablement à un requin taureau géant. Son museau est aplati et ses yeux sont petits. Ses nageoires dorsales sont rejetées vers l'arrière. Le requin taureau en possède 2 de taille similaire. Sa couleur tire vers le brun clair avec un ventre blanc. Il a peut-être aussi eu des taches brun-rouge sur tout le corps, de même que son homologue moderne. Dès la première découverte de ces fossiles, on a pris l'habitude de considérer le mégalodon comme un monstre effrayant. C'était à l'époque de la Renaissance. Les gens ont trouvé des dents prisonnières des rochers. Au début, on pensait que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent.
Et voici le premier dessin de ce à quoi était censé ressembler leur propriétaire. Un museau massif avec un nez effrayant et un tas de dents tranchantes comme des rasoirs. Nous avons également des preuves que les mégalodons étaient de féroces chasseurs, trônant au sommet de la chaîne alimentaire. Le premier outil de combat de leur arsenal était le coup de bélier. Mais le mégalodon était un nageur lent. Il ne pouvait accélérer que jusqu'à 18 km/h. En comparaison, le requin blanc moderne peut atteindre 50 km/h une fois lancé après son déjeuner. Le nageur humain, le plus rapide, ne peut faire que 10 km/h. Bonne chance pour échapper à un requin. Mais le mégalodon avait une masse incroyable. Bien que lent, son coup de bélier avait une puissance énorme. Le mégalodon devait prendre sa proie par surprise, si bien qu'il n'avait qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il mettrait trop de temps à faire un second tour. La manœuvrabilité du mégalodon était comparable à celle d'un gros camion. Mais si le coup de bélier réussissait, la proie était étourdie et ne pouvait plus bouger. À ce moment-là, le mégalodon visait les endroits vulnérables, comme les nageoires et la queue de sa proie. Les scientifiques ont trouvé de nombreux restes d'anciennes baleines, présentant des marques de dents du mégalodon. Il s'avère que le requin géant savait où se trouvaient les organes vitaux de sa proie et pouvait les atteindre. Lorsque la proie était immobilisée, le mégalodon découvrait ses dents. Une personne adulte aurait facilement pu entrer dans sa mâchoire ouverte à pleine hauteur. Et selon diverses estimations, la force de morsure du mégalodon était de près de 11 tonnes. Imagine le poids de 3 SUV concentrés au bout d'une dent pointue. C'est 9 fois la puissance de la plus grande morsure de requin blanc et 6 fois la puissance du détenteur du record moderne de morsure, le crocodile marin. Jette un coup d'œil à cette carte indiquant où les restes du mégalodon ont été trouvés. Amérique du Sud et du Nord, Europe, Asie, Australie. Il était le maître de toutes les mers et était à l'aise partout sur notre planète. Nous avons même trouvé des restes du requin géant dans des sédiments d'eau douce. Peut-être n'avait-il pas peur d'entrer dans les rivières pour chasser. D'autres scientifiques affirment que le mégalodon n'était peut-être même pas un prédateur. Tout cela à cause de sa taille. Il ne pouvait pas nager rapidement. Il ne pouvait même pas faire de course sprint comme le requin blanc. Si une proie essayait de s'échapper, le mégalodon ne prenait même pas la peine de la poursuivre car il ne pourrait jamais la rattraper. Un autre problème est le squelette du mégalodon. Le cartilage est plus faible que les os. La musculature du requin géant n'était donc pas si robuste. Le mégalodon était peut-être même un charognard qui ne se battait jamais. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces anciens requins se sont éteints. Les mégalodons aimaient les eaux chaudes et peu profondes avec des températures au-dessus de 12 degrés. Mais il y a plus de 3 millions d'années, le climat s'est refroidi. Cela a privé les mégalodons de territoire et d'une nourriture abondante. Les baleines primitives, qui avaient constitué le principal régime alimentaire des requins géants, ont commencé à disparaître. Des prédateurs plus rapides se sont accaparés le reste de la nourriture. Le mégalodon a commencé à mourir de faim. Dans l'évolution, un nouvel acteur est entré en scène, les baleines à dents, ancêtres des orques modernes. Elles vivaient en meute et avaient un cerveau plus gros que celui du mégalodon. Alors, au fil du temps, elles ont commencé à le concurrencer. Elles ont profité de sa maladresse. Un groupe d'orques pouvait facilement concurrencer un requin géant. De nombreux scientifiques pensent que c'est là la raison de la disparition du plus grand requin du monde. Mais il existe des théories selon lesquelles le mégalodon est toujours vivant et erre dans les eaux sombres de notre planète. Plusieurs pêcheurs australiens auraient rencontré un requin d'une taille incroyable. Mais personne ne peut confirmer ces témoignages. Des partisans de cette théorie pensent que ces requins géants pourraient se cacher dans les eaux profondes, loin des yeux des humains. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, qui est l'endroit le plus profond de notre planète, plus profonde encore que le mont Everest n'est élevé. Et on y a même trouvé les dents d'un mégalodon. Mais la science affirme qu'un tel requin géant ne pourrait pas vivre dans la fosse des Mariannes pour de nombreuses raisons. Et la première, c'est qu'il y fait trop froid. Le mégalodon était probablement un poisson à sang froid. Il devait donc utiliser la chaleur de son environnement pour survivre. Or, l'eau de la fosse des Mariannes est très froide, environ 4 degrés. C'est parce que plus on descend en profondeur, moins la lumière du soleil y pénètre. La deuxième raison est la pression. Chaque fois que l'on s'enfonce de 10 mètres, la pression augmente d'une atmosphère. C'est-à-dire qu'à une profondeur de 30 mètres, l'eau te presse 3 fois plus fort qu'à la surface. Les muscles et le cartilage faible du mégalodon ne lui permettraient pas de plonger si profondément dans la fosse des Mariannes. Et enfin, le point plus important, la nourriture. Plus on s'éloigne de la surface de l'océan, moins il y a d'organismes vivants. Les mégalodons avaient pour habitude de manger des baleines primitives de 3 à 6 mètres. Seuls de petits poissons vivent dans la fosse des Mariannes. Un mégalodon ne serait jamais capable d'en attraper un. Or, à en juger par sa taille, tout ce que le mégalodon faisait de ses journées, c'était manger, puis chercher à nouveau de la nourriture.
compare son poids à celui d'un humain. Un humain moyen doit consommer environ 2000 calories par jour pour un poids moyen d'environ 80 kg. Le mégalodon pesait 470 fois plus et avait donc besoin de beaucoup plus de calories. Donc même tous les poissons qui peuplent la fosse des Mariannes pourraient difficilement nourrir un mégalodon, même pour quelques jours. Bref, toutes ces théories sont loin d'être fondées, mais quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux être prudent en mer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Certains ressemblent à s'y méprendre à Nemo ou à Dory. Puis il y a le poisson papillon. Et le charmant guppy, qui est en effet très élégant. Et puis il y a... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me paierai certainement pas un baptême de plongée pour voir ce truc. La baudroie détient officieusement le titre d'animal le plus laid du monde. Mais je n'oserais jamais lui annoncer la nouvelle. Il existe plus de 200 espèces de baudroies, barbotant actuellement quelque part dans les sombres profondeurs des océans Atlantique et Antarctique, et ce, à plus de 1000 mètres de profondeur. Certaines d'entre elles préfèrent d'autres conditions de vie, comme les eaux tropicales à peu profondes. Les différentes espèces de baudroies varient en forme et en taille, du célèbre dragon des abysses aux poissons-grenouilles, lottes, poissons chauves-souris, poissons ballons de foot, Lophidae et Chonacidae. Les plus grandes peuvent atteindre la moitié de la longueur d'un lit d'adulte, mais la plupart d'entre elles mesurent moins de 30 cm. Étant donné que les options en termes de repas ne sont guère nombreuses là où elles vivent, elles ont dû mettre au point une technique de chasse unique. Elles ne gaspillent pas leur précieuse énergie à poursuivre des proies potentielles. Au lieu de cela, elles utilisent un morceau d'épine dorsale qui dépasse de leur bouche à la manière d'une canne à pêche, d'où leur nom anglais d'anglerfish. Au bout de cette canne à pêche se trouve un sac de bactéries bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. La lumière attire les proies et la baudroie n'a plus qu'à attendre et à savourer son repas livré directement dans sa bouche. Le corps de la baudroie est grand et souple, ce qui lui permet d'avaler facilement des proies, faisant 2 fois sa taille. Les baudroies des grands fonds mangent tout ce qu'elles trouvent. Les espèces qui vivent dans des eaux moins profondes ne font pas la fine bouche non plus. Elles peuvent dévorer tout ce qu'elles croisent, des crevettes aux escargots en passant par les petits poissons. Seules les baudroies femelles sont dotées d'une telle canne à pêche. Mais qu'en est-il des mâles? Trouver l'âme sœur dans les profondeurs de l'océan n'est pas si facile. Je veux dire, il n'y a littéralement pas de lumière là-dessous. De plus, les températures sont glaciales et le taux d'oxygène est très faible. Les baudroies ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup de rendez-vous galants dans ces conditions, alors elles s'accouplent pour la vie. Et avant que tu ne trouves ça trop mignon, il faut préciser qu'elles le font d'une manière assez spéciale. Les baudroies mâles sont beaucoup plus petites que leurs dulcinées. Le contraste est si frappant que lorsque les chercheurs se sont intéressés pour la première fois à leur vie amoureuse, ils pensaient que ces mâles étaient en fait des rejetons ou des alevins qui traînaient à côté de leur maman. Certaines espèces de baudroies mâles possèdent des récepteurs qui leur signalent la présence d'une femelle à proximité. Après l'accouplement, le mâle mord sa compagne et reste accroché à sa tête, à son ventre, près de sa queue ou à tout autre endroit auquel ils ont accès. Alors qu'ils fusionnent ainsi ensemble pour toujours, la femelle reçoit les cellules, l'ADN et les organes reproducteurs du mâle, mais perd ses cellules immunitaires. Le mâle est donc logé et nourri gratuitement en permanence. Compte tenu des prix actuels de l'immobilier, ça semble être le pied. Mais ce logement est partagé par un maximum de 8 mâles, et ils ne peuvent pas déménager si l'envie leur prend un jour. Il est peu probable que tu rencontres ce poisson des profondeurs dans la vraie vie. Mais si tu es fan de ARK, survival, et que tu y croises une baudroie, n'oublie pas que tu peux facilement la devancer à la nage et l'amadouer à coups de fléchettes tranquillisantes. Une fois que tu te seras lié avec elle, la baudroie peut devenir ton éclaireur et t'aidera à découvrir de nouvelles zones grâce à ses capsules bioluminescentes. De retour dans le monde réel, dans la zone crépusculaire de l'océan, entre 200 et 1000 mètres de profondeur, la baudroie n'est pas la seule créature que tu sois chanceux de ne jamais rencontrer. De nombreux habitants de la région semblent tout droit sortis d'un film d'horreur ou de science-fiction, mais c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à ce monde obscur et abyssal. J'ai fait de mon mieux pour te préparer aux créatures que tu t'apprêtes à rencontrer, en commençant par le poisson-ogre. Ce dernier passe la plus grande partie de leur vie dans les profondeurs, mais la nuit, ils remontent vers la surface pour se nourrir. Ces animaux sont plus actifs que la plupart des autres habitants des abysses. Ils n'attendent pas que la nourriture vienne à eux, mais la traquent et l'attrapent avec leurs longues dents carnassières. Comme ils n'ont pas d'ampoule intégrée comme la baudroie,
Ils ont développé un excellent odorat et exploitent la faible lumière du soleil, qu'ils parviennent à déceler dans les profondeurs pour se repérer. Parfois, l'ombre d'une proie potentielle qui passe suffit à les faire passer à l'action. Bien qu'ils n'aient pas l'air bien charmants, ils sont tout à fait inoffensifs pour l'homme, des fois que tu tombes sur l'un d'entre eux. Malacosteus semble être le nom d'un sortilège interdit, mais il s'agit en fait d'un autre habitant des profondeurs, qui a des habitudes de chasse tout à fait sournoises. Il possède des photophores spéciaux, produisant de la lumière sous chaque œil. Ceux-ci émettent de la lumière verte et rouge à la manière d'un feu de circulation. Contrairement à d'autres poissons, ces derniers ne quittent pratiquement jamais la zone crépusculaire, et la zone de minuit qui, elle, se trouve entre 1000 et 4000 mètres. Leur mâchoire inférieure représente un quart de la longueur totale de leur corps, et ils la gardent ouverte en permanence dans l'espoir d'obtenir un repas. Il a l'air d'un prédateur féroce, mais il préfère surtout le zooplancton, avec un dessert occasionnel de crevettes, de krill ou de petits poissons. Tu ne t'attendais sûrement pas à rencontrer un hybride d'anguille et d'oiseau, mais le voici. L'anguille nemictis possède un bec semblable à celui d'un oiseau, avec des pointes recourbées. Ce bec est pourvu de minuscules dents crochues que les anguilles utilisent pour attraper les antennes de délicieuses crevettes. Ce poisson est très mince. Il peut atteindre 1,50 m et ne pèse pas plus de 200 grammes. Les chercheurs ne connaissent pas encore tous les secrets de cette anguille, car il est assez difficile de l'étudier dans son habitat naturel. Mais il semblerait qu'elle ne se reproduise qu'une fois dans sa vie et qu'elle meure ensuite. Les calmars de verre aiment se la couler douce et se laissent littéralement porter par le courant. Ils regorgent d'une solution de chlorure d'ammonium plus légère que l'eau. Ils n'ont donc aucun effort à fournir pour se déplacer dans les profondeurs sous-marines à la recherche de nourriture et de partenaires. Ces créatures sont transparentes, ce qui leur permet de se fondre dans n'importe quel paysage et de ne pas projeter d'ombre en se déplaçant, ce qui constitue une excellente tactique de survie. En cas de danger, ce calmar peut se transformer en une boule grumeleuse en poussant sa tête et ses tentacules dans sa cavité paléale. Il peut également libérer de l'encre dans son manteau et passer de la transparence à un noir de jet. Cette même encre peut le protéger contre les baleines et les oiseaux de mer affamés. Une autre tactique qu'ils utilisent pour effrayer les prédateurs consiste à activer les organes bioluminescents autour de leurs yeux. Je commence à avoir faim. Je pourrais peut-être grignoter ce concombre de mer ? Aïe, il bouge. Je suppose qu'il n'a rien à faire dans ma salade, après tout. Ces animaux à corps mou vivent dans toutes les parties de l'océan, depuis les eaux peu profondes jusqu'au fond des abîmes. La plupart d'entre eux se déplacent lentement à l'aide de leurs petits pieds, mais certains rampent en remuant tout leur corps. Les concombres de mer peuvent se débarrasser de leurs organes internes à l'approche d'un prédateur. Ces organes collants détournent l'attention de l'intrus, et le concombre, heureux, poursuit sa route tout en laissant repousser ses organes. Qu'est-ce qui scintille au loin ? On dirait que quelqu'un a laissé tomber des pierres précieuses dans l'eau. C'est un saphirina, également connu sous le nom de l'animal le plus beau que l'on ait jamais vu. Certains mâles parmi ces copépodes peuvent changer de couleur, passant du bleu profond au violet, au rouge, ou alors, une seconde plus tard, tout a disparu. Puis ils recommencent, brillant de 1000 feux. Le secret de cette magie est que leur corps est transparent et reflète la lumière différemment sous certains angles. On dirait que c'est leur façon de communiquer entre eux et d'attirer des partenaires. Les saphirinas femelles n'ont pas la même capacité, mais leurs yeux sont plus grands que ceux des mâles, probablement pour les repérer de loin. Les mâles vivent en liberté, tandis que leurs dames demeurent dans d'étranges palais de cristal faits de gelée, en forme de tonneaux, et qu'on appelle des salpes. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu.
Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant? Eh bien, Paléodiction nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous.
Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. Au cours des 30 dernières années, les scientifiques ont fait une incroyable découverte d'une nouvelle créature vivant profondément sous la surface de l'océan. Le nom de cette créature est l'éponge harpe. Si tu te demandes pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir cet animal, il faut savoir qu'il vit généralement à une profondeur d'environ 3400 mètres sous la surface de l'océan. Cette espèce d'éponge a été découverte pour la première fois au large de la Californie grâce à un robot suffisamment solide pour explorer ces profondeurs extrêmes que l'océan a à offrir. C'est sans aucun doute une zone de la planète où même les créatures à l'apparence la plus bénigne peuvent être potentiellement dangereuses. Et les scientifiques ont été surpris de constater que cette créature était bien plus qu'une simple éponge. Cela peut sembler évident, mais l'éponge harpe a été baptisée ainsi parce que sa structure de base, appelée aube, a la même forme qu'une harpe.
Chaque aube est composée d'une branche horizontale soutenant plusieurs branches verticales parallèles. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparence fantaisiste et amusante de l'éponge harpe, ou par son joli nom. C'est un redoutable chasseur des profondeurs. Elle a une capacité unique de capturer et d'envelopper de petits animaux à l'aide de ses rhizoïdes, des fibres courtes et fines. Grâce à elle, l'éponge harpe s'accroche au fond vaseux et mou de l'océan et attrape les minuscules créatures qui se retrouvent prises dans ses branches par les courants des profondeurs. D'autres créatures spongieuses se nourrissent souvent en prélevant des bactéries et des morceaux de matière organique de l'eau de mer et en les filtrant à travers leur corps. Mais pas notre éponge harpe. Au lieu de cela, elle attrape son futur repas avec de minuscules crochets barbelés qui recouvrent chacune de ses branches. L'éponge harpe a une préférence pour les petits crustacés comme les crabes, les écrevisses et les crevettes. Une fois qu'elle en tient un dans ses griffes, elle enveloppe l'animal d'une fine membrane avant de commencer à le digérer lentement. Les chercheurs pensent que l'éponge harpe utilise cette méthode d'alimentation car il n'y a pas assez de nutriments en profondeur. Cela rend l'alimentation traditionnelle par filtrage des particules moins efficace. Les recherches ont montré que cette créature est encore en train d'évoluer. Les premières éponges harpes que les chercheurs ont trouvées n'avaient que 2 aubes. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens qui avaient 6 aubes. L'éponge harpe pourrait avoir évolué vers cette structure élaborée, ressemblant à un bougeoir, pour augmenter sa surface. En général, les éponges harpes atteignent une taille de 30 cm, mais les chercheurs en ont trouvé une qui en faisait le double. L'éponge harpe est aussi belle que rare. Tu vois ces petites boules blanches au sommet des branches ? Maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur d'autres créatures qui vivent sous la zone photique des océans de la Terre ? Il s'agit de la zone située sous la surface de l'océan qui reçoit encore un peu de lumière du soleil. Grâce à cela, de nombreux organismes et créatures y prolifèrent. Tout animal vivant au-delà de cette zone est considéré comme une créature abyssale. Le ver Annelide Tomopteris est un ver segmenté que l'on trouve dans la zone crépusculaire de l'océan. Il s'agit de la zone qui se trouve entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ces créatures ne font souvent pas plus de 2,5 cm de long, mais les plus grandes d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Lorsqu'ils nagent et se nourrissent, ces vers effectuent ce que les chercheurs décrivent comme une incroyable danse. En effet, ils peuvent nager à grande vitesse et opérer très facilement des virages à des angles serrés. Lorsqu'on entend le mot « ver », on pense généralement au ver de terre commun. Il est donc intéressant de savoir qu'il existe un ver des profondeurs qui ne sort jamais de l'eau de toute sa vie. La plupart d'entre nous essaient d'éviter le contact avec les méduses échouées sur le sable ou celles qui nagent près de la surface. Mais tu ne risques pas de rencontrer la méduse Crossota, qui est aussi une créature abyssale. Cette magnifique méduse est généralement de couleur rouge rubis, orange vif ou violet électrique. C'est ce qui a permis aux chercheurs de réaliser qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce de méduse. La créature atteint une taille maximale de 2,5 cm de diamètre. Elle a des tentacules qui s'étendent dans toutes les directions. Si tu t'en approches, elle rassemblera tous ses tentacules vers son corps avant de s'éloigner rapidement à la nage pour éviter le danger. La méduse Crossota est extrêmement rare, tu ne la verras pas très souvent, et tu devras peut-être utiliser le robot de plongée profonde dont on a déjà parlé. Maintenant, si les vers et les méduses peuvent sembler tout à fait inoffensifs, ce n'est pas le cas du poisson vipère du Pacifique. Cette créature est équipée d'une très grande bouche, et ses dents en forme d'aiguille sont la clé de sa stratégie de chasse. Le poisson vipère du Pacifique vit à environ 1500 mètres sous la surface de l'océan. Mais il fait partie des nombreux animaux marins qui migrent chaque nuit des profondeurs vers des eaux moins profondes pour se nourrir. Et qu'y a-t-il au menu d'aujourd'hui ? Beaucoup de petits poissons et de crevettes. La créature peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Ses 2 crocs avant, qui se dressent sur sa mâchoire inférieure, juste devant ses yeux, sont particulièrement spectaculaires. Lorsque le poisson décroche sa mâchoire, sa bouche peut s'ouvrir assez largement pour engloutir de plus petits animaux. Et sa dentition forme une sorte de cage qui empêche toute fuite. Tu as déjà vu une créature sous-marine qui ressemble à une fraise ? Oui, ça existe. Regarde ces petits points sur le calmar fraise. Cette créature a un gros œil et un autre plus petit. On pourrait croire que c'est gênant et inconfortable, mais c'est en fait tout le contraire.
Le grand œil gauche regarde vers le haut, il repère les ombres projetées par d'autres animaux dans les eaux peu éclairées au-dessus, et sa forme tubulaire l'aide à collecter autant de lumière que possible. De l'autre côté de la tête du calmar, tu peux voir son œil droit. Il est petit et regarde vers le bas. Cet œil recherche les flashs de bioluminescence produits par les animaux qui se cachent dans les eaux plus sombres en dessous. La bioluminescence désigne la production et l'émission de lumière par des organismes vivants. Au fait, ce calmar a un surnom. Il est connu sous le nom de calmar qui louche. Cela est simplement dû à la différence de taille remarquable entre ses deux yeux. Comme la lumière n'atteint pas les profondeurs de la mer, le corps du calmar fraise semble noir. Cela l'aide à se cacher de ses prédateurs comme les requins et les dauphins. En général, le calmar fraise atteint une longueur de 13 cm. Il vit à environ 900 mètres sous la surface, mais nage vers des eaux moins profondes la nuit. L'étoile à plumes est une créature marine sans colonne vertébrale, mais avec des membres en forme de plumes qui rayonnent à partir du centre de son corps. Cette créature est apparue pour la première fois il y a environ 200 millions d'années. Apparentée aux étoiles de mer, elle ressemble à une fleur. Mais si tu t'en approches, elle s'éloigne rapidement à la nage. Mais toutes les étoiles à plumes ne savent pas nager. De nombreuses espèces ne peuvent que ramper sur le fond de la mer. Comme certaines des autres créatures des profondeurs que nous avons examinées, l'étoile à plumes peut s'adapter à son environnement. Elle a la capacité effrayante de se débarrasser de ses membres, de la même façon que certains lézards peuvent se débarrasser de leur queue. Cela l'aide aussi probablement à échapper à ses ennemis. Les étoiles à plumes vivent partout dans le monde, de l'équateur au pôle, du sommet des récifs des eaux peu profondes aux profondeurs abyssales de la mer. Dans la catégorie des créatures mystérieuses, le nom de celle-ci est tout à fait approprié. Le vampire des abysses pourrait être le symbole officiel de la faune des profondeurs. Il a un corps rouge foncé, d'énormes yeux bleus et une toile semblable à une cape qui s'étend entre ses 8 bras. Ses caractéristiques ainsi que son nom peuvent suggérer que la créature est une sorte de chasseur terrifiant. Mais en réalité, le vampire des abysses est une créature timide au corps mou, de la taille, de la forme et de la couleur d'un ballon de football américain. Il atteint une longueur d'environ 30 cm et vit à 900 mètres sous la surface. Il n'y a presque pas d'oxygène à cette profondeur, mais aussi relativement peu de prédateurs.